Son époque, hein, c'était 5 siècles avant Jésus-Christ, donc il y a 2500 ans. Et il avait découvert cette souffrance sous les formes de la maladie, de la vieillesse, de la mort, c'est-à-dire de l'impermanence qui frappe nos existences tôt ou tard. Le fait aussi, voilà, ça maintenant va. Bon. Le fait aussi qu'on ne peut pas toujours obtenir ce que l'on désire, par exemple le silence. Alors on va faire avec le bruit, hein, ça fait aussi partie de la pratique du zen. On ne peut pas non plus éviter ce qui est désagréable, c'est ce que nous constatons en ce moment. Et puis, en fait, pour essayer de remédier à la souffrance, il a d'abord essayé différentes pratiques d'ascèse, telles que les pratiquaient les yogis autrefois en Inde. Il s'est rendu compte que l'ascèse, c'est-à-dire mortifier son corps pour libérer l'esprit, n'était pas plutôt efficace. Et donc, il a préféré se concentrer sur une pratique de méditation beaucoup plus douce, qui est ce que l'on appelle le zazen. Za, ça veut dire être assis. Zen veut dire se concentrer. C'est l'origine indienne, c'est dhyana, la méditation assise. Alors, cette méditation est arrivée en Europe par Maître Deshimaru en 1967. Et dès le début de sa présence à Paris, après il a voyagé un peu partout en Europe, il nous a dit le zen, c'est zazen. Alors qu'à l'époque, les gens avaient toutes sortes d'idées sur le zen, les koans, etc. Et lui, il a dit non, le zen, c'est vraiment la méditation. Alors, je vais d'abord vous montrer comment on médite, sachant que vous pouvez le faire aussi sur une chaise. Alors peut-être que c'est bien si, par exemple, bébé, tu peux prendre une chaise, la chaise libre, une chaise libre. Car en général, quand les gens voient quelqu'un assis sur un coussin comme ça, les jambes croisées, on se dit, oula, ça ne doit pas être facile, quand on a déjà plus les articulations très souples. Alors il faut savoir qu'on peut pratiquer cette méditation, le zazen, plutôt au milieu, avec le corps que l'on a, parce que l'important, ce n'est pas une performance physique d'arriver à être assis de manière avec les jambes en lotus, mais l'important, c'est de pouvoir se concentrer sur le corps. Donc, par exemple, vous-même, ici, qui êtes assis, vous pouvez faire comme lui. C'est-à-dire, vous pouvez essayer de vous redresser sur votre chaise. Il a mis les poings sur les genoux simplement parce qu'au début, les zazen, on se balance plusieurs fois de gauche à droite et de droite à gauche, de façon à bien d'assouplir l'articulation du dos avec le bassin. Trouver son centre de gravité. Une fois qu'on a fait ça, on s'immobilise, on joint les mains en gâchot devant le visage et on s'incline profondément en avant. Maître Deshimaru nous disait parfois, si vous ne parvenez pas à vous asseoir en zazen, pratiquez au moins le gâchot. Car le gâchot, ça veut dire réaliser l'unité du corps et de l'esprit et en se regardant devant son miroir, devenir un avec soi-même et un avec finalement Bouddha. Et c'est la manière de se saluer. En Inde, c'est le signe de respect, d'unité, d'être un avec les autres. Ensuite, on place les mains en zazen, c'est-à-dire la main gauche sur la main droite, les pouces horizontaux, et on ramène le tranchant des mains en contact avec le bas-ventre. Voilà. On redresse bien le dos. On évite de pencher la tête en avant ou sur le côté ou en arrière. La tête reste bien verticale, comme le dos. Et on est dans une position souple. Il ne faut pas se raidir. Les épaules sont bien relâchées et le ventre est détendu. Le regard est posé devant soi sur le sol. On ne fixe aucun objet particulier. On ne ferme pas les yeux, parce que si l'on ferme les yeux, on va commencer soit à s'endormir, soit à avoir des fantasmes, on va avoir des rêveries, des choses comme ça, et ça va gêner la concentration. Donc, en fait, on se concentre à avoir simplement le regard posé, on voit tout ce qui est devant soi, mais on ne s'attache pas aux objets de la vue. Donc finalement, même dans un environnement où il y a beaucoup de monde, beaucoup d'objets, on n'est pas dérangé, parce qu'on prend l'habitude simplement de voir, mais sans regarder, sans chercher surtout à ce qu'il n'y ait rien. Et on va voir que c'est la même chose pour l'état d'esprit. Mais d'abord, je vais vous parler de la respiration, car elle est déterminante par rapport au thème de la souffrance. Se concentrer sur sa respiration est la meilleure manière
de remédier à la souffrance. Bien sûr, il faut se soigner si on est souffrant, mais indépendamment des soins qu'on peut avoir, le fait de se concentrer sur la respiration diminue considérablement la sensibilité à la douleur. Et particulièrement, par exemple, pour les femmes enceintes qui doivent accoucher, on leur a fait des enseignements de respiration zen, c'est-à-dire une respiration abdominale dans laquelle on pousse bien sur la masse abdominale vers le bas, ce qui est évidemment extrêmement efficace pour un accouchement. Et surtout, ça centre l'énergie sous le nombril, donc ça donne une meilleure stabilité émotionnelle, parce que normalement, dans notre monde actuel, où on a l'esprit beaucoup agité par beaucoup de pensées, beaucoup d'informations, l'énergie est beaucoup dans le cerveau frontal, ici. Le mental est agité. Également, on ressent beaucoup d'émotions, et ces émotions se localisent dans la zone du plexus solaire. Donc on a souvent cette zone un petit peu douloureuse, un peu tendue. Et en mettant les mains en fait en contact avec un centre d'énergie fondamental qui est ce qu'on appelle le Kikai Tanden ou le Hara, hein, au centre des intestins, eh bien ça aide à faire descendre l'énergie, à concentrer l'énergie dans cette zone particulière qui libère le mental et qui libère également les tensions qu'on peut avoir au niveau du plexus solaire. Donc c'est vraiment fondamental d'apprendre en zazen d'avoir une posture droite, détendue, les épaules relâchées, car très souvent nos stress, nos souffrances de la vie quotidienne nous font nous raidir et avoir une certaine tendance à crisper les épaules. Vous remarquerez sûrement que les épaules sont souvent un peu douloureuses, notamment ici la masse musculaire à la base du cou. Là. Si on fait pression dessus, on s'aperçoit que c'est souvent très sensible. Ce sont toutes les tensions qui se localisent là. Donc, en zazen, on apprend justement à relâcher ces tensions-là et donc à se concentrer sur la respiration, c'est-à-dire que lorsque l'on inspire, on est complètement ce corps et cet esprit en train d'aspirer. On ne pense à rien d'autre qu'à juste inspirer. Lorsque vient le moment d'expirer, sans faire de rétention, on se concentre totalement sur l'expiration. On est totalement corps et esprit en train d'expirer. Je devrais le faire en même temps, mais je ne peux pas tirer le micro. Ça va comme ça, je vais voir. Ensuite, au niveau de l'esprit, le zen n'est pas une méditation qui consiste à faire des visualisations ou à se réciter des mantras intérieurement. C'est juste une méditation pour apprendre à se connaître soi-même. Donc tout ce que l'esprit fait en zazen, c'est d'être simplement dans une attitude à la fois de concentration sur le corps, ce qui apaise l'agitation mentale, et en même temps d'observation de ce qui se passe. Comment fonctionne notre esprit? On l'observe calmement, c'est-à-dire qu'on observe l'apparition des pensées. Lorsque les pensées apparaissent, on les reconnaît, mais on ne s'y attache pas. On ne va pas chercher à continuer à soit les analyser, se demander d'où elles viennent, ou essayer de les supprimer. On a une attitude comme un vaste miroir qui reflète tout ce qui se passe, mais qui ne garde rien. C'est la raison pour laquelle il a la capacité de tout refléter, parce qu'il ne concerne rien. Alors que vous savez, une plaque photographique, par exemple, elle va enregistrer une image, et ensuite on ne pourra plus rien prendre avec cette plaque photographique, elle est encombrée. Souvent l'esprit est pareil, il est comme une plaque photographique qui est surchargée, et donc on n'est pas réceptif à ce qui se passe autour de nous. On voit bien quand on a beaucoup de pensées, si on doit dialoguer avec quelqu'un, on est pris par ses pensées, on n'est pas vraiment présent à l'autre. Et donc c'est un problème. Donc l'attitude de l'esprit en zazen, c'est vraiment d'apprendre à lâcher prise de tous les phénomènes mentaux qui se produisent. Dès qu'on est conscient de quelque chose, on laisse passer, et on laisse passer non pas en essayant de chasser une pensée, de faire le vide dans son esprit, c'est rigoureusement impossible de faire le vide. Si on fait quelque chose, c'est déjà plus le vide. Le vide, c'est en fait la vacuité de l'esprit sans intention, être vraiment sans intention, totalement disponible, accueillant, reflétant tout ce qui se présente et laissant passer. Alors, le mérite de cette façon de méditer, c'est que ça nous apprend à nous connaître soi-même, à développer une très grande présence à ce qui se passe en nous, à prendre beaucoup à lâcher prise et à être donc disponible. Par rapport au problème de la souffrance, parce que c'est le thème que j'avais annoncé,
comme je vous l'ai dit, le Bouddha était soucieux de résoudre ce problème de la souffrance liée à l'impermanence. En fait, il y a deux grandes vérités auxquelles le Bouddha s'est confronté, l'impermanence et l'absence de substance vide de son ego, de soi-même. En Zazen, un bon koan, on ne pratique pas les koans, mais c'est de se demander mais qui je suis? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est que ce moi-là, être assis, en train de méditer? Et si on se pose la question, on s'aperçoit que le moi est insaisissable. Pourquoi le moi est insaisissable? Parce que c'est une construction mentale qui est totalement interdépendante des circonstances, qui changent fréquemment. Et donc ce n'est pas quelque chose. Et c'est une bonne nouvelle. Nous ne sommes pas quelque chose. Même si nous avons une personnalité, un caractère, une histoire, un karma, tout cela ne fait pas quelque chose. C'est-à-dire qu'on est sans substance fixe. Donc, totalement ouvert à l'interdépendance avec tout notre environnement. Et c'est cette ouverture à l'interdépendance qui va avoir des effets merveilleux dont on va parler après. Donc, vous voulez vous lever? Vous voulez vous lever? Ou c'est bon comme ça? Je vais continuer. Il y a une autre façon de méditer aussi, c'est le kilin. Peut-être quelqu'un, tu voulais te lever, toi, tu peux faire kilin? Kilin, c'est la poursuite de la méditation en marchant. Donc tu peux le faire ici. On met le pouce gauche à l'intérieur du poing gauche, la racine du pouce sous le sternum, la main droite enveloppe le poing gauche, et le dos est comme en zazen. C'est bien vertical, les épaules relâchées, toujours le regard posé devant soi sur le sol, et on avance au rythme de sa respiration. En inspirant, on fait un pas en avant, la longueur d'un demi-pied. On s'immobilise, on expire profondément. On va jusqu'au bout de l'expiration, en poussant bien sur la masse abdominale vers le bas. Lorsqu'on a fini d'expirer, tout de suite après, on inspire en faisant un nouveau pas en avant. Donc c'est la méditation marchée que nous pratiquons entre deux assises en zazen, pour éviter de s'ankyloser, d'être, si on est assis plus d'une demi-heure, ça peut devenir un peu fatigant. Donc, pour ne pas interrompre la méditation, la concentration, on se met à marcher de cette façon-là. Voilà, merci, tu peux te rasseoir, ou même se mettre sur une chaise si tu veux. Voilà. Alors, par rapport au problème de la souffrance, qui est le thème de la conférence, donc, les aspects de l'impermanence dont le Bouddha s'est rendu compte, c'est d'abord qu'il y a une naissance, l'aspect de la souffrance, il y a naissance. Et c'est très étonnant quand on entend cet enseignement du Bouddha, la naissance et souffrance. Alors bien sûr, la naissance est parfois douloureuse pour la mère qui accouche et pour le bébé qui naît un peu à l'étroit, dans le passage. Mais ce n'est pas ça. Le problème qui fait dire au Bouddha que la naissance est souffrance, c'est que lorsque l'on naît, on devient un individu, c'est-à-dire un être qui va devoir assumer par lui-même son existence. Être un individu, c'est ça, c'est être séparé. Quand on était dans le ventre de sa mère, quand on n'était pas né du tout, il n'y avait pas de problème. À partir du moment où on est, il va falloir assumer cette existence. Et donc, très souvent, on va souffrir de solitude, par exemple, parce que on a du mal à être en contact avec les autres. Et surtout, on va avoir une certaine tendance à s'enfermer dans son ego, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts pour se constituer une personnalité, et cet ego devient une sorte de carapace qui nous coupe de notre contact avec les autres, qui nous coupe de notre contact avec l'environnement, parce qu'on est trop centré sur soi-même. Donc, la pratique de Zazen nous aide à retrouver notre unité originelle avec tout notre environnement. Simplement parce qu'en Zazen, en ne s'attachant pas à ses pensées, l'esprit devient ouvert, réceptif. Par exemple, moi j'aime beaucoup la marche en montagne, je remarque souvent que lorsque l'on marche, on n'est pas vraiment dans la contemplation du paysage, ou même si vous êtes devant une œuvre d'art, si vous aimez l'art, regardez l'œuvre d'art. Si vous avez des pensées, si vous êtes préoccupé, si vous avez des soucis, si vous n'arrivez pas à laisser passer les pensées, vous n'êtes pas vraiment avec. C'est la même chose d'ailleurs si vous êtes avec un partenaire ou une partenaire en train de faire l'amour ou en train de converser. Tant qu'on est pris par ces pensées, on n'est pas présent. Et donc, il n'y a pas de contact. Et donc, on vit mal finalement.
Donc Zazen nous rend disponible et nous permet de surmonter le fait que le mental s'est constitué en créant une séparation entre soi et le reste du monde. Et ça, c'est nécessaire de le faire parce qu'on a besoin de se constituer cette identité. On a besoin de ça, sinon on reste malade. Psychiquement, on a besoin d'une identité. Mais le problème, c'est que l'identité personnelle, le moi, on a tendance à le rigidifier, à s'y attacher trop et à en faire une sorte d'idole, quelque chose qui devient un peu trop rigide et qui nous coupe finalement des possibilités d'un amour authentique avec les autres, par exemple, parce qu'on va aimer pour soi, par rapport à ce que ça nous rapporte, ce que nous donne l'autre. Il y a une espèce de négociation comme ça. Donc un manque vraiment d'ouverture, d'empathie. La pratique de Zazen, au contraire, par le fait qu'on apprend à lâcher prise avec nos pensées, à nous rendre disponibles, à nous ouvrir l'esprit à ce qui est, ici et maintenant, et non pas le passé ou l'avenir, rend possible cette unité. C'est retrouver cette unité de notre vie avec la vie qui nous entoure, avec les autres. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à ce problème de la naissance et le fait d'être un individu. Il y a un poème zen dans lequel Maître Yoka disait, sur ce thème, nous allons toujours seuls, nous marchons toujours seuls, et sur la voie du nirvana, seuls jouent ensemble ceux qui sont accomplis. Et ça, c'est vraiment l'essence même du zen par rapport à ce problème de l'ego. Lorsqu'on est enfermé dans notre ego, on est seul, fondamentalement seul. Si on arrive à abandonner cet attachement à l'ego, il se crée une ouverture, une capacité d'être un avec, d'être en empathie avec les autres, en sympathie avec l'environnement, et là on peut jouer ensemble. Et on peut jouer ensemble, c'est-à-dire avoir une activité libérée de tout esprit d'acquisition. On n'est plus en contact avec les autres pour essayer d'en tirer un profit personnel, d'obtenir quelque chose. On peut être vraiment comme des enfants qui jouent, c'est-à-dire qui ont une activité sans quête de profit. Ça, c'est l'aspect fondamental aussi de l'esprit en Zazen. L'esprit en Zazen a trois qualités. Shikantaza, ça veut dire être simplement assis, totalement assis. Rien faire d'autre que d'être vraiment pleinement assis. Ishiryo, c'est la conscience qui laisse passer les pensées, qui ne se laisse pas enfermer par les catégories mentales. Et troisième point, ce que je viens d'aborder, c'est Mushotoku, c'est-à-dire le fait d'être sans quête d'un profit personnel. Beaucoup de gens veulent pratiquer la méditation pour obtenir un résultat. C'est normal. Si l'ego est comme ça, on peut obtenir un résultat, sinon il n'y a pas de raison de le faire. Mais le problème, c'est que si on est attaché au résultat, je parle au moment où on pratique la méditation. Par exemple, si vous avez entendu parler du satori, de l'éveil, de l'illumination, vous pouvez vous asseoir en zazen et vous dire quand est-ce que je vais obtenir le satori. Et si vous êtes dans cette attitude d'attente, un petit peu d'avidité spirituelle pour obtenir un état spécial, une illumination, évidemment rien ne se passe parce que vous êtes centré sur l'ego avide qui veut obtenir quelque chose. Et alors du coup, vous allez risquer aussi de tomber dans le deuxième poison de l'esprit. C'est que comme vous n'y arrivez pas, vous avez l'impression que ce sont les autres qui sont autour de vous qui vous dérangent. Et donc vous allez vous mettre à haïr votre environnement. Vous allez chercher un endroit où vous êtes seul, sans bruit, sans personne autour de vous. Mais vous trouverez toujours quelque chose qui vous dérange. Parce qu'on trouve toujours quelque chose qui vous dérange quand on est trop égocentrique. Voilà. Et donc tout ça est le résultat en fait de l'ignorance. L'ignorance du fait que l'ego n'est pas quelque chose d'isolé, de séparé, mais quelque chose qui existe en totale interdépendance. Et cette interdépendance qu'il faut actualiser, qu'il faut vivre positivement en développant un esprit de solidarité, de compassion, de bienveillance avec les autres. Alors le deuxième, et ça c'est pas qu'on se dit il faut, ça marche pas comme ça. Mais si on arrive à lâcher prise avec son égocentrisme, naturellement on va être disponible, ouvert aux autres, et on va être dans de meilleures dispositions pour avoir une relation de bienveillance et de compassion. Le deuxième aspect de la souffrance qu'avait évoqué le Bouddha, c'était la maladie. La maladie, malheureusement, on y échappe rarement, mais la pratique du zen nous donne une meilleure hygiène de vie, d'abord parce qu'on prend très vite conscience de ce qui ne nous convient pas, au niveau de la nourriture, au niveau de la posture, au niveau de la manière de respirer, au niveau des activités qui nous stressent. Quand on prend conscience, quand on est assis en zazen, on se rend bien compte le soir qu'on a été stressé toute la journée. Et du coup, on va développer une attitude de recherche de vie plus calme, moins stressante, plus concentrée ici et maintenant. Ça va nous donner une sagesse de vie dont je parlerai demain, puisque demain, le thème sera l'art de vivre à partir de zazen. Je ne vais pas déjà faire la conférence demain.
C'est pour vous donner déjà une petite idée par rapport au thème de la souffrance. La maladie, souvent, est liée au stress. Le stress diminue notre capacité immunitaire, notre immunité, et donc on est plus susceptible de tomber malade. Lorsqu'on est malade, ça nous occasionne souvent de la souffrance et beaucoup de dérangements. Et souvent, on a tendance à dramatiser la maladie. Par exemple, on a attrapé un rhume ou une bronchite, je ne parle pas des maladies très graves, mais même simplement une bronchite, et on va avoir tendance à pester, parce que voilà, je ne peux plus aller à la mer, je ne peux plus faire mon tennis, je ne peux plus, j'ai de la fièvre, il faut que je reste tranquille. Bref, la maladie nous handicape d'une certaine manière. Et on a tendance, à ce moment-là, quand on est malade, non seulement à souffrir des symptômes de la maladie, qu'on arrive à maîtriser tant bien que mal avec les remèdes, mais surtout parce que la maladie nous dérange. Et du coup, on est stressé par la maladie. Au lieu, au contraire, de l'accueillir, d'en prendre soin, pas de s'y attacher, mais d'en prendre soin, et de rester calme, de ne pas épuiser notre capacité de résistance et de guérison par le fait que l'on est en opposition, en hostilité avec la maladie. Donc accepter la maladie, et du coup on en souffre beaucoup moins. On dit bah, ça va passer, de toute façon tout passe. Ça c'est le principe fondamental auquel le Bouddha s'est éveillé et que le Zazen nous rappelle constamment, tout passe. Et donc l'impermanence d'ailleurs a ce mérite, c'est que ce n'est pas seulement ce qui nous prive de ce que nous aimons, mais c'est aussi ce qui nous aide à nous libérer de ce que nous n'aimons pas ou qui nous dérange. C'est-à-dire avoir confiance dans le fait que ce qui ne va pas ici et maintenant, de toute façon, patience, ça va passer. Et puis, surtout, donc, le Zazen nous renforce notre capacité immunitaire. Ça, c'est vraiment fondamental parce qu'il réduit le stress. Bon, ça, je l'ai déjà évoqué. Maintenant, l'autre grand aspect de la souffrance, c'est la vieillesse et la mort. On ne peut pas éviter de vieillir et on ne peut pas éviter d'un jour ou l'autre de devoir mourir. Par rapport à la vieillesse ou au vieillissement, évidemment, ça présente beaucoup d'inconvénients de vieillir. On perd beaucoup de ses capacités, on devient moins vif, souvent on voit moins bien, on est moins stable sur ses jambes. Bon, on souffre de toutes sortes d'inconvénients quand on vieillit. Mais on peut en devenir mélancolique, regretter sa jeunesse, devenir neurasthénique, comme on disait autrefois, ou déprimé, par le fait qu'on est en train de vieillir. Mais aussi, on peut au contraire considérer que la vieillesse fait partie de la vie, que c'est normal, très naturel de vieillir, et faire de sa vieillesse quelque chose de réussi. C'est-à-dire qu'au cours de sa vie, on a acquis beaucoup d'expérience, on a développé une certaine intelligence humaine, et cette expérience, cette intelligence humaine, on peut la mettre à profit pour développer des contacts, pour l'éducation des enfants, pour aider les autres, et donc avoir une vie relationnelle riche, partager son expérience de la vie avec les autres. Autrefois, dans les tribus primitives, et encore maintenant en Afrique, les vieillards étaient des trésors. Ils étaient vraiment les conseillers du village, on allait les consulter, parce qu'ils avaient la sagesse. Alors maintenant, on a plutôt tendance, les jeunes ont plutôt tendance à dire, bon, écoute, c'est plus comme ça maintenant, les choses ont changé. C'est un petit peu vrai, le monde change beaucoup. D'ailleurs, le Zazen nous aide à nous adapter au changement. Parce que quand on pratique Zazen, le principe de base, c'est de ne pas stagner dans son esprit. Donc, d'être toujours ouvert à la nouveauté. Chaque jour est un jour nouveau. Et donc, essayer de ne pas vivre dans le passé. Ça, c'est le problème des personnes âgées souvent. Comme le présent est un peu plus limité, qu'on peut faire moins de choses agréables qu'autrefois, on va avoir tendance à essayer de revivre ses souvenirs. On va vivre dans son passé. C'est évidemment ce qu'il faut absolument éviter de faire. Il faut jouir de l'instant présent, dans l'état où on est, dans les relations que l'on peut avoir, le mieux possible. Et donc, si on est comme ça, finalement, la vieillesse nous paraîtra beaucoup moins douloureuse. Maintenant, pour ce qui concerne la mort, c'est vraiment le problème fondamental de tout être vivant. On sait qu'on va mourir un jour. Alors, moi, je pense souvent à ça, parce que pour moi, la mort n'est pas quelque chose de triste, mais au contraire, quelque chose qui me rappelle à l'importance de la vie ici et maintenant. En me disant, un jour je vais mourir, je me demande chaque jour, je ne dis pas ça tous les jours, mais je me demande souvent, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, je le ferais encore si je savais que je devais mourir demain, ou bientôt, on va dire. Et donc ça aide la perspective de se dire, j'ai peut-être pas si tant de temps que ça à vivre, et la vie passe vite de toute façon. Alors, comment ne pas perdre son temps, c'est-à-dire comment apprendre à se concentrer sur ce qui est vraiment important pour soi. Alors déjà, il faut commencer, grâce à la pratique de la méditation, à avoir une capacité de comprendre intérieurement ce qui vraiment nous importe. Et chacun a ses propres valeurs, chacun a des choses qui sont plus importantes
pour les uns que pour les autres. Il y en a, ça va être les enfants, la famille, d'autres, ça va être le travail, d'autres, la création d'une œuvre artistique, etc., etc. Ou le plaisir, tout simplement. Mais chacun a l'impression qu'il y a quelque chose d'important dans sa vie. Il faut arriver à détecter ça. Qu'est-ce qui est vraiment important dans sa vie? Essayer autant que possible de se concentrer dessus. Évidemment, si ce qui est important dans sa vie est un désir purement égoïste, de réussir à gagner beaucoup d'argent et avoir beaucoup de pouvoir, c'est pas vraiment ce que la pratique du zen nous enseigne. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'on va promouvoir son ego et qu'on va rester dans une espèce d'illusion égotique. Et finalement, la conquête du pouvoir ne donne pas véritablement satisfaction, parce que quand on obtient le pouvoir, on a peur de le perdre, on soupçonne tous les autres de vouloir nous le prendre, on est obligé de se défendre tant bien que mal contre les rivaux, et de toute façon, les gens au pouvoir n'ont pas une vie facile. Donc, c'est la raison pour laquelle Voltaire faisait dire à Zadig « vivons heureux, vivons cachés hein ». Alors, il ne s'agit pas de se cacher non plus, d'ailleurs, hein, pour être heureux. Mais il s'agit de ne pas avoir d'avidité pour quoi que ce soit. Hein. Et donc, de savoir se satisfaire d'être simplement présent à la vie de chaque instant. Et il y a énormément de joie à être présent. Quand on se promène dans les rues, même dans les rues de Nice, d'un seul coup, vous voyez un arbre, un parc, s'arrêter, regarder. Regarder les nuages qui passent, regarder un visage, être présent vraiment à la vie autour de soi, hein, chaque jour. Et bien ça, c'était vraiment une source de joie importante. Autre source de joie, d'ailleurs, c'est d'actualiser le fait que nous sommes interdépendants les uns des autres pour consacrer de l'énergie à aider les autres. Pratiquer le don, et pas seulement vouloir toujours obtenir quelque chose et recevoir, mais pratiquer le don, la générosité. C'est une des vertus que développe la pratique de Zazen. Mais ça, j'en parlerai demain. Je suis toujours un peu tenté de devancer un peu ce que je vais vous dire demain, mais peut-être que vous ne serez pas là. Donc voilà, j'ai aussi un peu d'aborder les différents thèmes. Donc, et surtout, le propos de la mort, la chose importante, c'est pas seulement de se dire il faut vivre ici et maintenant ce qui est important, c'est de se rendre compte que l'instant présent ne devient pas l'instant suivant. Hein. L'instant présent est quelque chose d'unique. Et vivre pleinement l'instant tel qu'il est, c'est vivre un instant d'éternité. Il y a une possibilité, la seule d'ailleurs, que l'être humain puisse vivre, d'expérimenter l'éternité, c'est de vivre pleinement chaque instant. Car chaque instant ne devient pas l'instant d'après. Il est unique, il est absolu. Et être vraiment un avec cet instant, c'est faire cette expérience de ce qui est au-delà de l'avant, du passé, ce qui est au-delà de l'après. La plupart du temps, on est ballotté un peu entre ses souvenirs, ses regrets, ses espoirs, ses attentes pour le futur. C'est ce qui nous empêche d'être pleinement présents, et donc pleinement vivre l'instant présent. Donc tout dans la pratique du zen nous ramène toujours à cet ici et maintenant, qui est vraiment le point central de notre pratique. Et si on parvient à cela, eh bien on va rester pleinement vivant jusqu'au dernier instant. En fait, une minute avant de mourir, on est encore vivant. Et ça veut dire que pour l'accompagnement des mourants, par exemple, on a fait des stages sur ce sujet, il y a beaucoup de gens de notre association Zen qui pratiquent cet accompagnement. C'est vraiment, d'une part, d'apprendre à réduire la souffrance, à dédramatiser, à être plus dans son corps, dans sa respiration, mais aussi à être pleinement ici et maintenant. En même temps, ça c'est un autre sujet, ça nous emmènerait trop loin. Je vais dire que ici et maintenant, ça ne nous empêche pas de revisiter le passé. Hein. On n'est pas amnésique. Mais si des souvenirs du passé nous reviennent, s'il y a quelque chose à en réparer, par exemple, eh bien c'est ici et maintenant que ça peut avoir lieu. C'est par exemple ici et maintenant qu'on peut se repentir de certaines erreurs. Non pas se culpabiliser, mais se repentir, se dire « Autrefois, j'ai fait ce genre d'erreur. Maintenant, je ne le ferai plus. » Voilà, c'est ça le repentir. C'est-à-dire décider, à partir de son expérience, de pouvoir mener une vie nouvelle et pas répéter toujours. Hein, la répétition, c'est mortel. Hein. Freud disait la répétition, c'est la pulsion de mort. On répète. La vie, c'est la création nouvelle, toujours. Hein. Voilà. Ensuite, je voudrais pouvoir laisser un quart d'heure pour les questions. Ensuite, autre aspect de la souffrance, c'est de ne pas pouvoir obtenir ce que l'on désire. Voilà. Et à l'heure actuelle, on a tendance à
désirer beaucoup de choses et à être rarement satisfait de ce que l'on obtient. La raison, à mon avis, fondamentale, c'est que notre désir profond n'est pas tourné vers des objets ou des réussites, mais la véritable réussite, c'est d'arriver à s'éveiller profondément à sa vie, de découvrir le sens de sa vie et d'arriver à vivre en harmonie avec ce qui fait sens dans notre vie. Si on réalise cela, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de désir, mais nos désirs seront moins impérieux parce qu'ils ne viendront pas pour compenser un manque. Souvent, le désir vient comme pour compenser un manque. Et vous savez par exemple que les causes de boulimie, c'est un manque affectif. On mange parce que, en fait, c'est pas de la nourriture, c'est de l'amour. Mais on n'a pas eu. Alors on compense, et on mange, et on devient énorme. Et ça, c'est valable pour beaucoup de désirs. On consomme beaucoup de choses à l'heure actuelle. On est attiré par tous les nouveaux gadgets, les nouveaux objets, etc. La publicité nous stimule à désirer ces nouveaux objets en nous promettant qu'ils vont nous rendre heureux. Mais c'est un leurre, évidemment. Parce qu'au fond, on n'a pas tous ces objets dans un... Bien sûr, les objets, c'est pratique. Moi aussi, j'ai mon téléphone portable, mon ordinateur et ma voiture. Mais ça ne vient pas en compensation du fait qu'il me manque quelque chose. Je les aide pour ce qu'ils sont, c'est utile, c'est tout, c'est pratique. Mais il y a beaucoup de gens, c'est pas ça. Beaucoup de gens, c'est la consommation parce que c'est le remède à la frustration. Et pourquoi ils sont frustrés? Parce qu'ils n'ont pas réalisé le sens de leur vie. Ils ne se sont pas éveillés vraiment à la dimension profonde de leur vie. Donc, la pratique de zazen, des fois on dit le zazen, c'est pas une pratique de bien-être. Moi je dis si, c'est une pratique pour vraiment bien être. C'est-à-dire vraiment être en unité avec ce que nous sommes profondément en réalité. Si on réalise ça, on ne doute plus la mort. On est prêt. Parce que de toute façon, on n'a pas de regret. D'autant plus que, alors ça par contre, je ne l'enseigne pas catégoriquement parce que ce n'est qu'une croyance, mais que le Bouddha avait fait l'expérience de ses vies antérieures et enseignait que notre vie présente est un passage et que la mort n'est qu'un passage. Donc il y a des vies successives. Et dans ce cas-là, si on adopte cette perspective-là, ça veut dire que dans cette vie-ci, on va se concentrer à faire vraiment ce qui est important, mais en même temps, il n'y a pas à redouter la mort, parce que de toute façon, si on vit bien, on aura une bonne renaissance, et on pourra continuer notre pratique, et aussi notre activité de bodhisattva. J'en parlerai demain, un bodhisattva, c'est celui qui se dédie à aider les autres à s'éveiller. Donc il vit dans la compassion et dans la bienveillance à l'égard de tous les êtres, ce qui implique une activité certaine auprès des autres. Et c'est un vœu immense, donc ça veut dire qu'il faut... Une vie seule n'y suffit pas. Donc, on n'a pas peur, comme certains bouddhistes des origines qui voulaient absolument surtout pas renaître dans ce monde de souffrance. Dans le bouddhisme du grand véhicule, dont fait partie le zen, on ne craint pas du tout les renaissances, parce que, en fait, le monde est un samsara, c'est-à-dire un monde de souffrance, si on est empoisonné par nos désirs, notre avidité, notre ignorance, la haine que l'avidité déclenche, etc. Et si on est éveillé à la vraie dimension de sa vie, la vie n'est pas souffrance. Et la vie, le samsara devient nirvana. Nirvana au sens de l'extinction. Nirvana, ce n'est pas un monde extraordinaire dans l'au-delà. Nirvana, c'est un état d'esprit. C'est un esprit apaisé de quelqu'un qui en a fini avec l'avidité. Qui est apaisé parce qu'il s'est centré sur ce qui est vraiment important dans sa vie et il est capable de le réaliser ici et maintenant, à chaque instant. Et donc, on n'est pas dans la haine parce qu'on déteste souvent ce qui nous dérange, mais rien ne nous dérange si on est vraiment réalisé. Donc même le bruit ne nous dérange pas, par exemple. Hein, on peut arriver à trouver le silence intérieur même au milieu du bruit, le calme au milieu de l'agitation. Évidemment, lorsque nous pratiquons la méditation, nous cherchons plutôt un lieu calme. Et donc notre dojo, nous avons la chance, maintenant je vais parler un petit peu du dojo, en pratique, le dojo zen de Nice se trouve 27 avenue Notre-Dame. Ce qu'on a distribué, vous avez chacun un flyer qui donne, c'est important parce que si vous repartez sans ça, vous n'aurez pas, il faut vraiment les distribuer, après vous en faites ce que vous voulez, vous les donnez à des amis si ça ne vous intéresse pas. Et il faut savoir que le zazen n'est pas une pratique orientale seulement. Elle est pratiquée en Europe depuis 1967, donc ça fait bientôt 50 ans que nous pratiquons la méditation zen en Europe, et qu'il est pratiqué à Nice depuis 40 ans, hein, depuis 1978. Donc au 27 avenue Notre-Dame. Si vous avez déjà, c'est pas la peine, mais ceux qui n'en ont pas pris, vous pouvez disposer.
Ah, 27 avenue Jean Médecin, pardon. Lapsus, nous avons commencé par l'avenue Notre-Dame pendant une quinzaine d'années. Nous sommes 27 avenue Jean Médecin, juste en face la sortie du tram qui est devant le centre commercial 10 étoiles. Donc c'est très facile. Et là, nous faisons des initiations à la pratique de Zazen le mercredi soir à 7h30. Donc vous pouvez pratiquer sur un zafou, ce qui est la bonne façon. Mais il y a une manière aussi de pratiquer, c'est sur une chaise. On vous prête une chaise si vous n'arrivez pas à vous asseoir sur un zafou. On vous montre également des exercices pour vous assouplir, hein, notamment le yoga est une bonne pratique aussi pour ça. Mais on a des exercices d'assouplissement spécifiques pour le zazen qu'on peut vous montrer. Donc après, vous pouvez venir quand vous voulez, c'est totalement libre. L'important c'est d'essayer d'être régulier, mais on peut commencer par une fois par semaine. On peut aussi pratiquer chez soi. Une fois qu'on a appris à pratiquer dans un dojo et que l'on a été mis en garde contre certaines erreurs au niveau postural, au niveau respiratoire, au niveau de l'attitude du mental, eh bien on peut aussi pratiquer chez soi. L'avantage de pratiquer dans un dojo, c'est qu'on reçoit l'énergie du groupe, c'est un soutien, on voit les autres autour de soi qui ne bougent pas, donc on se dit il ne faut pas que je bouge non plus, et du coup ça nous aide à ne pas bouger. Hein. Et finalement le fait qu'on ne bouge pas fait qu'on fait cadeau de notre patience, de notre énergie à pratiquer aux autres. Donc il y a un échange d'énergie formidable dans le dojo. Et ça se sent quand on entre dans le dojo, on sent que le lieu est imprégné de cette énergie du zazen. Oui, si tu veux. Après, il faut que tu... Voilà, on me dit... Il faut penser à parler aussi du fait qu'on fait des séchines. Ce sont des stages. Alors des fois, les gens ont plus de facilité à faire un stage que de venir régulièrement, notamment ceux qui n'habitent pas vraiment en lice. Les stages, nous les faisons appeler gomas. Ce sont des stages qui durent 2 jours et demi. On peut le venir 15 jours si on veut, si on peut commencer pour voir comment ça se passe. Et l'avantage du stage, et ça j'en parlerai vraiment demain, c'est que pendant un stage, ce qu'on appelle une séchine, on pratique pas seulement le zazen, mais on pratique le travail manuel ensemble. C'est-à-dire on prépare les repas, on fait le ménage, on fait le service, on fait la vaisselle, toutes ces choses-là. Les choses qui sont nécessaires à la vie collective. Et à ce moment-là, ce ne sont pas des corvées qu'on ferait faire à des gens qu'on paierait pour qu'on puisse nous méditer tranquillement dans notre dojo. Au contraire, nous considérons, et ça c'est la pratique du zen depuis des siècles, que le travail est une pratique de méditation. Et donc, on se concentre vraiment sur les gestes dans le travail, et ça veut dire aussi que après, dans la vie quotidienne, tout ce que l'on fait, notamment les travaux domestiques, s'occuper de son intérieur, balayer, faire la cuisine, c'est fondamental, la nourriture. C'est vraiment je dis souvent que le Tenzo, le maître Hegel le disait lui-même, le cuisinier d'un temple zen est pratiquement le même niveau spirituel que le maître. Parce qu'il y a toute une attitude, mais ça se ferait une conférence entière pour expliquer l'attitude que l'on a dans une cuisine, mais c'est vraiment extraordinaire. Donc dans une séchine, on apprend à cuisiner, à participer à la cuisine, on apprend aussi à manger dans le calme, dans le silence, on apprend aussi à avoir une nourriture saine, évidemment. Et surtout, on apprend que le fait de travailler, c'est pas différent du zazen, finalement. Si on a fait zazen avant, tout ce qu'on va vivre pendant les 24 heures sur 24 d'une journée et d'une nuit de séchine, va être l'occasion de la pratique de la méditation en action. Hein. Donc, ça c'est fondamental par rapport à la vie quotidienne, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre la méditation et l'action. Je pense qu'une des grandes souffrances à l'heure actuelle, c'est que pour beaucoup de gens, leur vie quotidienne est un peu harassante, et souvent absurde, n'a pas de sens, parce qu'on est obligé de gagner sa vie en faisant des choses qui forcément ne nous plaisent pas toujours, on n'a pas toujours un travail adéquat, c'est pas toujours notre vocation, on le fait parce qu'on a besoin de gagner sa vie, on n'est pas toujours entouré de gens plaisants, on a des fois des chefs désagréables, on a des fois des conditions de travail pénibles, et donc tout ça fait que souvent le travail est vécu comme une souffrance. Mais, et surtout dépourvu de sens, parce que voilà, seulement gagner sa vie, bon, bien sûr, ça a du sens de gagner sa vie, mais ça ne va pas plus loin que ça. Alors que quand on pratique le zazen, je vous expliquerai demain en quoi le travail devient vraiment une pratique de méditation au même titre que le zazen. Et donc, du coup, à partir de ce zazen, que l'on pratique une fois par semaine au dojo, 2, 3 fois, on peut venir tous les jours aussi, bien sûr,
que l'on pratique éventuellement chez soi. Lorsqu'on pratique seul chez soi, il faut pratiquer seulement un quart d'heure, 20 minutes. Si on est en forme et qu'on peut continuer, pas de raison de s'arrêter. Mais normalement, il ne faut pas pratiquer trop longtemps. Quand on est seul, on pratique maximum 20 minutes. Mais à partir de cette pratique, ça donne comme une sorte de la note, la tonalité de la journée. Et tout le reste de la journée, on va pouvoir le vivre dans le même état d'esprit de concentration, de présence à ce que l'on fait, en étant toujours parfaitement ici et maintenant. Ça, c'est une grande aide. Et donc, ça remédie à la souffrance d'avoir une vie dispersée, inintéressante, frustrante, dans laquelle on essaye, par les vacances, les loisirs, d'extraire de cette vie quotidienne un peu galère, un peu harassante, des moments de plaisir, des moments de bonheur, mais c'est toujours des moments un peu à part, alors que la pratique du zen vise à faire de toute notre vie une vie heureuse. Hein? Voilà. Je préfère laisser un peu de temps pour vos questions. Parce que de toute façon, on abordera tout ça d'une autre manière. Hein? Pas à partir de la souffrance, mais à partir de l'art de vivre au quotidien. Avez-vous des questions sur ce que je viens de dire? Oui. Attendez, peut-être. Alors maintenant, du coup, je vais passer le micro. Attention au verre. Il est court. Alors, approchez-vous un peu. Je suis curieuse par rapport à l'habit, en fait. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est le petit tablier, en quelque sorte. Vous avez oui, quelle symbolique ça a, quelle utilité? D'accord. Alors, les gens prennent ceci, que nous appelons... C'est coincé, là. Ce n'est pas un tablier. C'est une robe de moine en miniature. Vous avez vu sans doute des postures de méditation avec le moine sont drapés, le Bouddha aussi, d'un grand kessa, hein, comme une sorte de toge, on s'enveloppe, on le porte quand on est moine. Mais évidemment, ce n'est pas pratique dans la vie quotidienne. Donc, on a ce, tiens, tu me le tiens un petit peu, on a ce rakusu qui est fait sur le même modèle qu'un kessa, qu'un grand vêtement. Ce sont des bandes qui sont constituées de pièces cousues ensemble avec beaucoup de soin, beaucoup d'attention. La couture elle-même, du coup, devient une pratique de méditation. On met beaucoup de temps à fabriquer ça, avec des points extrêmement réguliers, très précis. Et à l'origine, le Bouddha voulait que ses disciples aient un vêtement particulier. Et donc, en se promenant dans une rizière, il a vu avec son disciple Ananda cette rizière, et ils ont eu ensemble l'idée que la rizière était un beau schéma pour constituer un vêtement. Et donc, ceci représente une rizière, en fait. Hein. Ben, ce sont des pièces, hein, c'est comme une rizière, des bandes. Voilà. Et surtout, c'est fait originellement avec des tissus qui ont été jetés au rebut, que l'on récupère pour les laver, les purifier, les teindre et les coudre ensemble. Merci. Et du coup, le kessa est devenu le symbole de la transformation, de ce qu'on appelle les attachements, les bonos, les passions qui sont en tant que cause de souffrance, d'attachement douloureux, en source d'éveil. Et j'en parlerai demain aussi de cela, de comment les attachements peuvent devenir source d'éveil, comment ils peuvent être transformés par la pratique de la zen. Ceci en est le symbole, voilà. Et on le reçoit au moment de l'ordination, quand si on se fait ordonner, c'est-à-dire si on prononce des vœux. Il y a deux ordinations, Bodhisattva et moine. Bodhisattva, c'est faire le vœu de venir en aide à tous les êtres. Moine, c'est faire le vœu de vivre fondamentalement à partir du zazen. C'est d'être un avec la pratique. On pourrait faire toute une conférence là-dessus, je dis juste en 2 mots. Hein. Voilà. Et donc ceci est un symbole de cela. Ce n'est pas un sac, c'est plat. Et derrière, il y a calligraphie, donc celui qui transmet l'ordination. Écrit une calligraphie. Ça, par exemple, j'ai écrit ici, Honshin, c'est la racine de l'esprit, l'origine de l'esprit. Voilà. Et puis là, on marque le nom de la personne, la date, etc. Voilà. D'autres questions? Oui, tu viens, s'il vous plaît. Attendez, quand vous posez une question... Comment il faut se projeter dans le travail si tout le monde est là? Parce que maintenant, c'est là. Les racistes, comment ils s'appellent? Ça fait
au travail, vous vous embêtez plein de choses et toujours on se met sur le dos de quelqu'un. Comment il faut qu'il s'en sorte de ça et comment quand il rentre à la maison, il faut qu'il laisse ça dehors. Ah oui. Alors, commençons au travail, l'important c'est de se concentrer totalement sur ce que l'on a à faire soi-même. On a un travail, on le fait soi-même. On s'occupe. Alors, si c'est un travail d'équipe, par contre, et ça c'est très intéressant, le travail d'équipe implique d'être dans l'empathie, c'est-à-dire dans la communication avec l'autre, être capable d'être à la fois concentré sur ce qu'on fait et en même temps attentif aux besoins de l'autre. Par exemple, sur un chantier, il faut pouvoir avoir les gestes justes et travailler ensemble. Donc le travail, c'est formidable pour ça, parce que à la fois on se concentre sur ce qu'on a fait. Si on est en train de planter un clou, on plante son clou, mais si en même temps on est en train de préparer un échafaudage, il faut évidemment tenir compte de l'autre. Et donc on se concentre sur la relation aux autres. Voilà. Et puis on se concentre aussi sur le fait que le travail a une utilité sociale, en général. Pas toujours, mais en général. C'est pas toujours le cas. Donc on essaye de faire aussi en sorte que dans le travail, les relations ensemble, entre personnes qui travaillent, soient des relations de coopération et non pas de rivalité. Et ça, la rivalité, ça empoisonne tout. La compétition dans les lieux de travail, c'est terrible. Si on arrive au contraire à développer un esprit d'équipe, et ça on le développe si on n'est plus attaché à son petit ego, mais si on est aussi attentif au bien-être de tous, on peut d'autant plus mieux le faire. Moi j'ai travaillé dans la grande industrie pendant plusieurs années. C'était un lieu où les cadres dont je faisais partie étaient beaucoup dans la compétition. Et moi je n'avais pas du tout la vocation de devenir un grand manager. J'étais un jeune cadre et je savais qu'un jour ou l'autre je ferais autre chose, mais j'étais totalement concentré sur ce que j'avais à faire. Eh bien, du coup, je n'étais pas du tout en rivalité avec les autres. Du coup, je m'entendais très bien avec tout le monde. Du coup, j'avais un bon esprit d'équipe. Mon travail marchait très bien. Du coup, on m'a promu de plus en plus. alors qu'on croit que pour réussir dans la vie, il faut avoir des ambitions, moi, j'avais aucune ambition, sauf une chose, de bien faire ce que j'avais à faire chaque jour. Ça, c'est formidable. Si vous faites ça, vous avez l'esprit en paix. Et finalement, souvent, vous êtes reconnu. Parce qu'en plus, vous ne créez pas de trouble autour de vous, vous donnez un exemple pour les autres. Et on va vous promouvoir. On pourrait me dire beaucoup plus, mais... Non, comment vous laissez tout dehors si vous avez des embêtements? Comment vous laissez tout dehors de la maison avant que vous rentrez? Ça c'est l'apprentissage du zen, c'est l'apprentissage à être vraiment ici et maintenant. Donc il faut revenir à son corps. Toujours revenir au corps et à la respiration. Et évidemment, les pensées du travail vont venir. Mais à travers la pratique de zen, on apprend à prendre conscience de ce qui nous occupe l'esprit et à laisser passer. Ça, c'est fondamental. C'est vraiment le secret du zen. Laisser passer tout ce qui nous embarrasse l'esprit. Merci. D'autres questions? Quelle différence avec le Attendez alors. Peut-être Oui, tu peux venir, s'il te plaît. rapprocher un petit peu. Non, mais mets-toi plutôt au milieu. Mais prends le micro. C'est dommage qu'on n'ait pas. Il faut un micro baladeur. avec la méditation pleine conscience. La méditation? Pleine conscience. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas énormément de différence, parce que l'origine est un petit peu la même. La pleine conscience est inspirée du yoga et du zen. La différence, ça va être que dans les stages de pleine conscience, on ne vous enseigne pas à vous concentrer sur une posture particulière. On vous dit, asseyez-vous comme vous pouvez, tranquillement. On n'insiste pas sur la nécessité de réaliser cette unité du corps et de l'esprit comme on le fait en zazen. Or, cette concentration de toute l'énergie dans la posture du corps, dans le hara, ça aide profondément à se libérer de tout ce qui nous travaille l'esprit. Donc pour être pleinement conscient, pour être dans la pleine conscience, il faut vraiment apprendre à être dans son corps. Je crois que, bien sûr, on fait le scan corporel dans la pleine conscience, ça fait partie de l'exercice au début. Mais disons que dans la pratique du zen, on insiste beaucoup plus sur la posture, on va insister beaucoup plus sur la concentration, sur la respiration, et puis surtout, au niveau de l'état d'esprit, on ne se contente pas simplement d'être pleinement conscient de ce qui est présent. Une chose que je n'ai pas développée, mais c'est qu'on observe que ce qui est présent est hautement impermanent, donc on apprend à ne pas s'attacher à ses pensées, donc à les laisser passer. Et ça, c'est fondamental. Je pense qu'un petit peu dans la pleine conscience, il y a un peu de ça aussi. Parce que l'origine est un petit peu la même. Mais souvent, ce qui rend la vie douloureuse, c'est qu'on est conditionné par des pensées du passé.
et notamment si on a eu des traumatismes, si on a eu une enfance malheureuse, etc. Et donc ça implique des conditionnements pour notre vie actuelle et ça nous entrave. Donc il faut arriver à se libérer de ça. Donc pour s'en libérer, il faut prendre conscience, donc être pleinement conscient de ce qui nous conditionne ici et maintenant. On le fait aussi en zazen, évidemment. Mais l'avantage du zazen, c'est qu'on apprend à le lâcher prise, beaucoup plus qu'avec la pleine conscience, par le recours au corps et à la respiration. Et par l'enseignement de la vacuité, parce que ça, dans la pleine conscience, on ne l'enseigne pas trop, parce que on a peur de faire peur aux gens en leur parlant de vacuité, parce que les gens n'aiment pas entendre parler de la vacuité, parce que la vacuité, ça fait peur, on pense que c'est du néant. Alors que dans le zen, la vacuité, c'est la non-substance de tous les phénomènes. Donc, c'est très important de comprendre qu'aucun phénomène n'a de substance propre. Donc c'est la sagesse du Bouddha de comprendre ça, vacuité et interdépendance. On n'enseigne pas ça dans la pleine conscience. Donc il est bien clair que la pratique du zen s'inscrit dans un courant spirituel qui va bien au-delà simplement de la pleine conscience. Mais la base est un petit peu la même. Oui. Oui, maître, après des années de pratique, est-ce que vous pensez que le zen c'est une religion ou une philosophie? Bonne question. C'est une philosophie, c'est-à-dire non pas un système de pensée philosophique, mais une philosophie, c'est-à-dire une sagesse, ce que n'est plus souvent la philosophie à l'heure actuelle. La philosophie à l'heure actuelle est souvent un assemblage de concepts, des systèmes philosophiques. Le zen est une philosophie au sens de l'amour, de la sagesse, profondément. Le Bouddha est considéré comme un sage. Tout ce qu'il a enseigné est issu de sa sagesse qu'il a désiré partager avec les êtres humains. Sagesse pour remédier au problème de la souffrance existentielle. Donc c'est une philosophie au sens de l'amour de la sagesse, et pas au sens d'un assemblage de concepts abstraits, métaphysiques. Le Bouddha, par exemple, par rapport à tout ce qui était concept métaphysique, il disait ces questions-là, parce que ses disciples lui posaient toutes sortes de questions. Est-ce que le monde est éternel ou est-ce qu'il a un commencement et une fin? Il disait, mais ça, d'une part, on ne peut pas le savoir, et d'autre part, ça ne résout pas le problème ici et maintenant. Donc, il a fait toute une liste comme ça de questions totalement inutiles que souvent les philosophes se posent et que les moines zen, les pratiquants du zen ne se posent pas, parce que la seule question, c'est comment bien vivre ici et maintenant. Voilà. Mais c'est aussi revenir à la source de l'esprit religieux, non pas une religion au sens d'une croyance. Le Bouddha disait, ne croyez pas ce que je vous dis, faites-en l'expérience. Il a toujours proposé d'expérimenter. Moi-même, je vous parle du zazen, je vous dis que c'est bien, etc., mais faites-en l'expérience. C'est pas écouter, entendre dire que zazen c'est bien, ça ne suffit pas. Donc il faut l'essayer, il faut le pratiquer, vérifier par soi-même. Donc, si vous voulez, Mandé Shimaru disait c'est la religion d'avant les religions. C'est l'esprit religieux d'avant les religions. C'est-à-dire que l'esprit religieux, c'est un esprit qui fait que l'être humain sent qu'il y a quelque chose, une dimension de la vie qui le dépasse, qui est au-delà de notre petit ego, dans lequel nous sommes très souvent prisonniers, enfermés, repliés sur nous-mêmes. Il y a quelque chose de plus vaste que cet esprit étroit du mental, dualiste de l'ego. Et donc, en ce sens, la pratique du zen nous relie à ce qui nous dépasse. Et nous relie surtout aux autres, nous relie à la nature, nous relie à tous les êtres finalement. Pratiquer le zen, c'est d'être relié, c'est plus d'être coupé, plus séparé. Donc en ce sens-là, c'est une expérience religieuse fondamentale. Mais ce n'est pas une pratique religieuse au sens d'un culte, avec de la vénération, des croyances, surtout qu'on vous inculte et auxquelles des dogmes, auxquels il faut croire, etc. Il n'y a pas de dogme dans le zen. La dernière question, 2 minutes. Oui. La dernière. Oui, dernière question alors. Il n'y a pas d'écrit. Comment? Il n'y a pas d'écrit. D'écrit? Bien sûr, alors c'est ça l'histoire. C'est le paradoxe. D'ailleurs, vous avez vu dans la boutique, il y a des livres zen, sur le zen. Donc, il y a des écrits. Le Bouddha n'a rien écrit, mais il a parlé comme je suis en train de faire maintenant. Et ses disciples ont mémorisé son enseignement. 3 siècles après, ils l'ont écrit, l'ont consigné par écrit. Alors ça donnait ce qu'on appelle des sutras bouddhistes. Et puis ensuite, les maîtres zen ont fait la même chose. En Chine, au Japon, ils ont donné des enseignements oraux. Les disciples les ont mémorisés, les ont pris en note, et ça a fini par être publié. Donc il y a toutes sortes de livres
sur l'enseignement du Bouddha et l'enseignement du Zen. Sauf que, si ce sont vraiment des bons livres faits par Bouddha ou par des vrais maîtres, ce sont des enseignements écrits qui vous incitent à la pratique et qui ont pour but d'éclairer le sens de la pratique, qui permettent d'approfondir la pratique et non pas de remplacer la pratique par une étude intellectuelle. Merci de votre attention. Bonne continuation. J'espère qu'on se reverra. Déjà demain, à 1h de l'après-midi. Merci de votre patience en Zazen. Oui, te fais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir faire une conférence? Je vais juste rajouter, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a un espace zen avec les livres, mais surtout que vous avez un espace où vous pouvez pratiquer et être initié à la posture assise. Il y a plusieurs... voilà. Donc, il y a encore le temps ce soir de visiter cet espace, pour ceux qui en ont envie. Bonne fin de journée, bonne soirée, peut-être à tout à l'heure sur notre stand zen qui est tout au fond.